Bien, bonjour à tous. Bienvenue sur cette presque dernière conférence de la journée pour Solutions Bas Carbone. Conférence dédiée au greenwashing. Comment on fait pour passer du greenwashing à des vraies actions en matière de performance environnementale et de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc pour ça, nous avons 3 intervenants qui vont nous permettre d'aller du global au local, en quelque sorte. On va parler des problématiques générales de lutte contre les changements climatiques. Ensuite, on va voir comment cela peut se traduire pour des entreprises et des collectivités. Et pour terminer, avec notre 3e intervenant, on sera sur des cas de plus en plus concrets. Et nous garderons 10 minutes à la fin de la session pour quelques échanges. Donc je passe la parole à Anatole. À toi de jouer, Anatole. Merci beaucoup. Alors, donc, on va commencer tout de suite. Hop, voilà. Alors, donc déjà, je me présente. Je suis vulgarisateur scientifique sur tout ce qui est énergie-climat. Et je possède aussi une chaîne YouTube sur le sujet, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Et j'aimerais qu'on regarde, en fait, voilà, ces 3 trilogies. Il y a pas mal de trilogies qui ont influencé pas mal de générations, et peut-être même l'histoire de l'humanité. Donc il y a Le Seigneur des Anneaux. Moi, ma préférée, c'est la trilogie du dollar, ou encore Le Parrain. Pour l'instant, vous ne voyez pas trop où je vais en venir, mais en fait, il y a une nouvelle trilogie là, qui vient d'être complétée depuis hier. Et donc, c'est la trilogie des rapports du GIEC, le 6e rapport d'évaluation. Et donc, je vous propose un petit résumé, voilà, une phrase par rapport, pour savoir ce qui vient d'être dit par le GIEC, avant de passer la parole aux autres intervenants. Donc, le GIEC, divisé en 3 groupes. Le groupe 1 qui donne la base scientifique. Donc, en fait, quels sont les problèmes, pourquoi l'humain a changé le climat, qu'est-ce qui est dit sur le nombre de vagues de chaleur, sur le cyclone, etc. Le groupe 2 sur les conséquences. Donc là, sur les conséquences sur la biodiversité, mais aussi sur les villes, la santé des êtres humains. Et après, le groupe 3 sur les solutions, cette fois-ci plus à long terme. C'est ce rapport qui vient de sortir hier, en fait. Les solutions pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, vous voyez CO2, méthane, et ensuite protoxyde d'azote, gaz fluoré, etc. Et donc, voilà, je vous propose une phrase par rapport pour les résumer. Si vous voulez un peu plus de détails, on pourra en parler un peu plus après. Et donc voilà, s'il y avait une phrase pour résumer le groupe 1, ce serait la phrase suivante. Il est sans équivoque que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, les océans et les terres. Et on peut se dire, oui, bon ça on le savait bien, mais quand même, on n'est que 75% des gens sur Terre à être d'accord avec cette phrase, alors que bon, c'est une phrase du GIEC. Et surtout, c'est la première fois que le mot sans équivoque a été utilisé pour décrire l'influence humaine dans un rapport du GIEC. Le groupe 2, encore une phrase qui n'est pas vraiment une bonne nouvelle. 3,3 à 3,6 milliards de personnes vivent dans des contextes qui sont très vulnérables au changement climatique. Donc, on est 7,9 milliards d'habitants sur Terre. Donc là, vous voyez, c'est quasiment, un peu moins, mais quasiment une personne sur 2 qui vit dans un contexte très vulnérable. Donc voilà, ça met le contexte, on va dire. Et ensuite, le groupe 3. Donc ça, le rapport est sorti hier, mais je devais donner les slides avant-hier. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai écrit ça. Mais j'ai quand même une phrase pour vous pour résumer ce rapport du groupe 3. C'est que plus on agit tôt, plus les coûts économiques vont être élevés, ça on est d'accord. Mais le GIEC précise bien que les impacts que l'on va éviter, ça va donner, en fait, on va éviter plein de coûts économiques nouveaux qui seraient supérieurs aux coûts que là, il faudra mettre jusqu'en 2030. Donc voilà, même si on est juste très rationnel et qu'on pense qu'à l'argent, eh bien même là, il faut quand même agir maintenant. Et si on est un peu plus intelligent que ça aussi, il faut quand même agir maintenant dans les 2 cas. Et donc, ça c'est ce que dit le GIEC. Et maintenant, on regarde où on en est sur notre processus de décarbonation, donc au niveau mondial. Donc là, je vous ai mis des petites courbes, vous avez aussi au-dessus sur vos écrans. Donc ça, c'est les scientifiques de Climate Action Tracker, c'est assez reconnu, et qui regardent un petit peu où est-ce qu'on en est dans notre décarbonation au niveau mondial. Donc vous voyez la courbe en noir, donc c'est les émissions historiques annuelles jusqu'en 2020. Et ensuite, il y a plusieurs scénarios. Vous avez le scénario 1,5 degré en vert, en jaune le scénario 2 degrés, et moi ce qui m'intéresse, c'est les scénarios bleus. Vous avez Pledge and Targets à 2,4 degrés,
Donc ça veut dire que nos promesses ne sont pas assez fortes, même avec toutes les promesses, même si tout ce qu'on disait au niveau politique était mis en place, eh ben on serait quand même dans un monde à 2,4 degrés, ce qui est beaucoup trop. Alors qu'on entend toujours que oui, 1,5 degré est encore possible. Là, on voit bien que non. Et après, si on regarde current policies, donc ce qui est mis en place effectivement, parce qu'on ne respecte pas toutes nos promesses au niveau politique malheureusement, eh bien on est entre 2,7 et 3,1 degrés, donc 2,9 degrés dans un monde, on se dirige vers un monde à 2,9 degrés. Ça, c'était avant la COP26, vous voyez que c'est en mai 2021, en haut à droite on voit. Et donc on peut se dire, après la COP26, il y a des choses qui ont dû changer. Et ben on regarde, voilà, ça c'est le graphe après la COP26. On voit que certaines couleurs ont changé, très bien. Mais si on regarde Pledge and Targets, c'était 2,4 degrés. Maintenant, c'est 2,1 degrés. Voilà, on a fait des promesses supplémentaires pendant la COP26, mais que de 0,3 degrés. Et pour ce qui est mis en place, on était à 2,9 degrés et maintenant on est à 2,7. Donc juste 0,2 degrés d'avancement avec la COP26. Donc voilà, le GIEC tire la sonnette d'alarme et on agit, mais vraiment pas assez rapidement sur la décarbonation. Merci beaucoup. Bien, merci Anatole donc, pour avoir posé le contexte. Donc, on mesure bien l'urgence d'agir. On reviendra tout à l'heure plus sur les modalités d'action possibles. Donc, en l'occurrence, cette urgence va s'imposer aux entreprises pour des nécessités économiques, mais aussi aux villes. On parle de résilience, on parle mais également d'impact environnemental à travers le patrimoine. Donc, il y a plein de choses comme ça à optimiser. Donc, concrètement, aujourd'hui, les entreprises, les collectivités, comment peuvent-elles s'organiser ? Oui, merci beaucoup. Alors, je passe justement sur Je sais que Anatole ne veut pas faire sa pub, donc je vais la faire pour lui. Je vous invite, si vous avez un portable, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche jusqu'ici pour aller visiter sa chaîne. Il fait plein de choses très sympas sur les enjeux environnementaux et sur les enjeux du climat et de l'énergie. Voilà, donc n'hésitez pas à aller visiter sa chaîne et lui laisser un commentaire. Je sais que ça lui fait plaisir. Donc, pour parler concrètement, comment est-ce qu'en fait l'urgence écologique que Anatole vient de décrire, elle peut avoir un impact pour moi si jamais je suis une entreprise, je suis un responsable RSE, un directeur du patrimoine, un élu, ou même tout simplement si je me pose des questions et j'ai envie de savoir ce que je peux faire concrètement pour avancer et pour faire avancer mon organisation vers la transition. Donc ce que je vous propose, c'est que comme on a un temps qui est assez restreint, on ne pourra pas balayer tous les points, je vous propose de parcourir très rapidement, nous, la genèse de l'accompagnement qu'on propose à nos clients et qu'on a co-construit avec eux. Voir également aussi comment, en deuxième étape, comment eux nous ont challengé sur pourquoi je devais me décarboner et en fait quels sont les enjeux auxquels je suis déjà confronté et je vais être confronté. On dit souvent que ça arrive dans le futur, mais en fait les enjeux ils sont bien déjà là. Et puis enfin voir quel jalon on peut poser pour mettre en place sa transition dès maintenant. Donc pour commencer sur la genèse de notre accompagnement, je vais faire un très rapide point sur Enerlis. Je ne vais pas revenir sur le détail de ce que nous on fait. Je voudrais juste mettre en avant le fait qu'on est d'abord un acteur de terrain. On s'est construit sur la réalisation de travaux d'efficacité énergétique et d'électrification pour nos clients. Et en fait, on a débordé, on a élargi nos compétences au fur et à mesure sur tout ce qui est mesure d'impact carbone. Donc ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on travaille avec un certain nombre d'acteurs. Et sur la partie mesure d'impact carbone, on a progressivement élargi nos compétences et notre expertise en construisant ça avec nos clients. Et souvent, je passe à la slide suivante, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si je vais un petit peu trop vite. Voilà. Donc sur la partie mesure d'impact, comment on s'est construit ? Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on commence par une réflexion qui vient de l'énergie. C'est un secret pour personne que l'énergie aujourd'hui, le prix augmente assez drastiquement. Et on commence à regarder ces émissions en termes d'impact énergétique et monétaire. Et en fait, nous, on a commencé par cet impact. Alors, je fais un point rapide sur la méthodologie. Vous avez sans doute entendu parler de la méthodologie bilan carbone. Un certain nombre de méthodologies qui existent. Souvent, on parle de 3 scopes. Les scopes 1, 2 et 3, que vous connaissez sans doute. Alors nous, en fait, on est parti du scope 1, qui sont les émissions directes. Concrètement, ce qui se passe, c'est que quand on fait des opérations d'efficacité énergétique et d'électrification, on va typiquement soit isoler pour réduire les consommations, soit remplacer des chaudières à gaz, des chaudières à fioul, par du chauffage électrique, des pompes à chaleur qui vont émettre moins. Donc on a proposé de calculer cet impact de façon générale pour voir quel gain on pouvait amener en termes de décarbonation pour nos clients. Alors évidemment, si on passe à l'électricité,
Évidemment, il y a des émissions qui sont liées à ça, tout simplement parce que quand je consomme de l'électricité, en dernier recours sur les réseaux, par exemple sur les périodes de pointe, actuellement, on est en hiver, il fait froid, on allume tous notre chauffage, on est obligé d'avoir recours à des centrales à charbon et à gaz qui émettent donc des gaz à effet de serre. On a proposé, pour être exhaustif, de calculer cet impact. Et il se trouve que ces scopes 1 et 2, ce sont les impacts réglementaires qu'il faut mesurer. Concrètement, si moi je suis une entreprise, je suis une collectivité ou un établissement public, je suis obligé de faire un reporting tous les 3 à 4 ans sur les émissions que je provoque. Par contre, on s'est vite rendu compte, et je pense d'ailleurs c'est un sujet qui est en train de plus en plus d'être d'actualité, que si on prend en compte juste ces émissions directes, on n'est pas assez concret, on n'est pas assez exhaustif. Et c'est là où on a pris en compte les émissions indirectes. Donc là, vous voyez que le cercle est beaucoup plus gros, tout d'un coup. Et je vais prendre un cas très concret. Si je pose un panneau solaire aujourd'hui sur ma toiture, d'accord, je vais réduire mes consommations d'électricité. Potentiellement, je vais pouvoir me substituer à du gaz, à du fuel, etc. En revanche, c'est un secret pour personne que le panneau solaire, il a fallu de l'électricité pour le concevoir, pour faire les cellules, pour faire le raffinage du silicium qui va intervenir, etc. Le transporter s'il vient d'un pays ailleurs que la France, et également le traiter, faire du recyclage, etc. Donc si on veut être exhaustif, nous, ce qu'on a proposé, c'est évidemment de calculer ces émissions indirectes qui sont d'autant plus importantes d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a des acteurs du bâtiment dans l'audience, je pense que oui. Ce sont des émissions qui sont souvent assez importantes, que ce soit sur la phase de construction, d'exploitation ou de fin de vie. Donc une fois qu'on a fait ça, on s'est rendu compte qu'on avait toute la chaîne de l'activité concernant la mesure des émissions. Et une fois qu'on a cet impact global sur la mesure, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que j'en fais? Ok, j'ai un impact. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Est-ce que je dois réduire mes émissions? Est-ce que je ne dois pas les augmenter? Vraiment, il n'y a absolument aucune évidence là-dessus. Et c'est là que je passe à la slide suivante, sur les enjeux que nous, on identifie et qu'on a identifiés et qu'on nous a remontés. Donc, dans un premier temps, on doit se mettre en conformité. Voilà, c'est super. On est obligé de faire un bilan carbone. Je passe directement aux deux autres aspects qui me semblent beaucoup plus importants et beaucoup plus d'actualité, qui sont l'identification de ces risques et l'identification des opportunités. Le risque qui est d'abord le risque financier, j'en ai parlé tout à l'heure. Il est à la fois sur l'énergie et sur le carbone. Donc l'énergie augmente. On va tous faire le plein de notre voiture pour ceux qui en ont une. Et concernant le carbone, on va avoir deux axes qui vont coup sur coup arriver, qui sont l'augmentation des prix du carbone, à la fois sur les quotas carbone européens. Donc pour ceux qui suivent un petit peu sur le marché des quotas carbone, on a eu une hausse drastique là-dessus. Et également sur d'autres types de taxes carbone, par exemple la taxe carbone nationale. Et de l'autre côté, un élargissement du périmètre. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de secteurs qui ne sont pas touchés par la taxe carbone, typiquement par exemple le secteur domestique, d'autres types de secteurs, et tous les types de consommation ne sont pas touchés par cette taxe carbone. Donc il va y avoir aujourd'hui, il y a déjà aujourd'hui une montée de ce risque qui est particulièrement identifiée. Je ne sais pas s'il y a des acteurs du public par les collectivités avec un pourcentage des consommations énergétiques qui augmente drastiquement ces derniers mois. Mais évidemment, sur l'impact risque, je pense qu'on a tous un petit biais de statu quo, moi comme vous, sur le fait qu'on est un petit peu incité à être immobile spontanément. On n'a pas envie de changer, on a envie de rester un petit peu à conserver ce qu'on fait d'habitude, à garder nos habitudes, et ça ne mobilise pas les acteurs. C'est là où on passe sur la partie opportunité. Alors je sais que ça peut être un petit peu mal vu de parler d'opportunité sur quelque chose d'aussi dramatique que le changement climatique et dont Anatole a parlé. Par contre, je pense que c'est important. Et c'est important de pouvoir montrer qu'il peut y avoir une dimension positive dans une transition. Et pour ceux qui sont déjà dans une transition durable, qui ont enclenché cette dynamique, évidemment, ça peut être important. On a nous personnellement, on parle souvent des 3 C, avec un quatrième dont je vais parler. Les 3 C qui sont les collaborateurs, les clients et les candidats. Sur la partie collaborateur, tout simplement, on est tous des humains, on a tous une conscience environnementale. Et quand on est amené à pouvoir participer à un projet où on va me demander mon avis sur qu'est-ce que je vois pour que mon organisation puisse se décarboner, comment je peux contribuer, est-ce que je peux, je demande à mon collègue, est-ce que tu pourrais me fournir des données sur les matériaux qu'on utilise, qu'on achète, etc. Je suis content de participer, c'est bête mais c'est comme ça. Concrètement, sur les clients, il y a une autre chose que je voudrais souligner. Je suis tombé sur une statistique hier qui est que 87% des Français seraient prêts à boycotter un produit qui ne répond pas à leurs critères climatiques.
Et à l'inverse, 87% du coup sont prêts à acheter un produit qui a un impact bas carbone. Donc on voit que c'est une opportunité pour se différencier auprès de ses clients. Et enfin, je parlais des candidats. J'ai une petite anecdote à vous partager. J'ai un ami qui récemment a candidaté à un cabinet de conseil en énergie. Et il a demandé qu'est-ce que fait votre cabinet de conseil pour la transition énergétique et pour la transition environnementale. On lui a répondu, nous, on a une politique vraiment de pointe et on a changé nos couverts en plastique par des couverts en caoutchouc, en bambou. Alors évidemment, toutes les actions sont importantes, mais bon, on peut aller beaucoup plus loin. Et dans le cas précis, évidemment, mon ami n'est pas resté. Donc on peut mobiliser les candidats. Et je parlais tout à l'heure du 4e C, qui est le compte en banque. Donc il va y avoir des financements pour la transition durable. On peut pouvoir les mobiliser. Voilà, donc sur la partie pourquoi, je vais passer rapidement sur la partie comment, qui est notre ambition au cabinet de conseil d'Acteur Transition, cabinet de conseil en stratégie de décarbonation. Et donc j'ai le plaisir de vous annoncer à l'occasion de ce forum le lancement du cabinet qui travaille déjà avec un certain nombre d'acteurs, que ce soit industriels, notamment dans le textile, des marketplaces, des acteurs du tertiaire. Voilà, vous avez un petit QR code qu'on vous remettra à la fin de l'intervention de Vincent. Je vais passer rapidement sur le comment. On a déjà parlé de la mesure. Je voudrais juste dire une chose, c'est que la partie la plus difficile, que vous avez sans doute déjà pu identifier si vous êtes en cours de transition, c'est la partie de la réduction. Donc pouvoir engager tous les collaborateurs dans la transition, c'est quelque chose de très important. Avoir à la fois l'appui de la direction, décloisonner les différentes directions, que les gens en fait se parlent. Dans une collectivité, récemment, on a un directeur du patrimoine qui m'a dit qu'il n'avait aucune idée de ce que pensait le directeur du développement durable, ce qui est dommage en fait. Quand on parle de sujets aussi vastes que la décarbonation. Voilà, donc je vais conclure là-dessus avec cette petite image, un exemple de ce qu'on peut faire pour visualiser, pour pouvoir partager aussi l'impact de l'impact de l'activité. Là, on a fait ça pour un établissement médico-social. Vincent pourra également parler de ce qu'on fait avec eux. Et je vais conclure sur, je voudrais vous remercier déjà d'être présent à cette conférence. Et une petite chose, si jamais vous êtes dans une transition bas carbone, vous avez enclenché par exemple un bilan carbone, je vous invite à remercier toutes les personnes qui ont participé à la collecte des données. Souvent, que ce soit les pilotes d'ailleurs ou les gens qui ont participé, parce que souvent c'est vécu comme une épine dans le pied, alors que ça peut être quelque chose de positif et on est super content généralement de voir l'impact qu'on a eu. Donc ça fait partie systématiquement de nos recommandations là-dessus. Bien, merci Thomas. Donc nous allons maintenant voir un exemple assez précis. Donc on va parler de collecte de données et aussi d'un levier d'action puissant à la fois pour les entreprises et pour les collectivités, c'est l'énergie management. Tout à fait. Donc je me présente rapidement, Vincent Duréo, je suis responsable de la plateforme de management des énergies chez Enerlis, qu'on développe depuis plusieurs années. Vous le voyez là, le slogan, c'est « On ne peut améliorer que ce qui est mesurable ». C'est le slogan de notre plateforme, vraiment. On l'a vu pour faire le bilan carbone, pour travailler vraiment sur les bilans de gaz à effet de serre. La première chose à faire, c'est consolider ces données, les mesurer et faire un état des lieux avec ce bilan carbone. Donc c'est tout à fait la philosophie que l'on a avec cet outil. L'idée, c'est vraiment de mesurer, de consolider les informations, de pouvoir les analyser, trouver des optimisations et générer un certain nombre d'économies, que ce soit des économies en kilowattheure, en euros ou en CO2. Donc l'idée de cette plateforme qui s'appelle donc le SEME, c'est de consolider toutes ces informations. On l'appelle un petit peu l'armoire énergie et fluide d'un patrimoine. Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette plateforme ? Vous avez les différentes thématiques présentées sur cette slide. L'idée, c'est vraiment de tout consolider, que ce soit des énergies, que ce soit des fluides ou tout autre type d'informations, de faire une collecte automatisée et un traitement automatisé également. L'idée n'est pas de passer du temps sur cette collecte de données, l'idée c'est de vous simplifier la vie et d'automatiser la remontée des informations. Alors quel type d'informations on va remonter dans cette plateforme ? Tout d'abord votre patrimoine, vos bâtiments, vos sites, tous les éléments qui sont liés à ces bâtiments, les compteurs d'énergie, les surfaces, les activités, vraiment avoir une photographie à un instant T de vos bâtiments et de votre patrimoine. Donc ça, c'est la base pour pouvoir commencer à faire une analyse. Ensuite, on va remonter des données financières
parce que c'est un sujet, et on parle beaucoup des kilowattheures, du CO2, mais le côté financier est important. Donc tout ce qui va être les factures d'énergie, les factures de fluide ou d'autres types de factures qui vont avoir un impact sont remontées automatiquement dans cette plateforme. On va également regarder les consommations d'énergie, parce que c'est la base pour calculer les émissions de CO2 dans un bâtiment. On regarde les consommations d'énergie, mais là, dans cette plateforme, on va pouvoir remonter aussi des données sur les différents fluides, sur l'eau par exemple. On remonte le carburant des véhicules également, les réseaux de chaleur, les réseaux de froid, tout ce qui va vraiment émettre du CO2 finalement et des émissions de CO2. Ça, c'est essentiel, ça va être vraiment la base pour pouvoir faire le travail du bilan carbone. Et on va pouvoir également mettre du sous-comptage, on va pouvoir affiner vraiment la collecte de ces informations pour avoir le niveau le plus précis. Et alors pourquoi cette plateforme, pourquoi on va consolider toutes ces informations? On parle de décarbonation dans cette conférence, c'est vraiment le sujet principal, mais finalement la décarbonation, le bilan carbone, les actions qui vont être menées derrière, c'est des actions sur votre énergie et sur tout ce qui va tourner autour de votre patrimoine. C'est pour ça que finalement l'objectif de cette plateforme aussi, c'est de pouvoir vous aider à faire de l'énergie management, ça c'est essentiel. Parce que vous allez faire votre bilan carbone, vous allez avoir des plans d'action, des préconisations, et finalement, ça va se traduire par de l'énergie management pour piloter mieux vos énergies, mieux vos fluides et mieux tous les flux qui vont générer du CO2. Donc c'est aussi l'objectif de cette plateforme, c'est de vous accompagner à piloter votre patrimoine et les énergies qui vont avec. Donc avec un certain nombre de fonctionnalités. L'idée, c'est de définir des KPI, des indicateurs de performance énergétique pour suivre vraiment la performance de vos bâtiments, définir des alertes pour aussi automatiser au maximum ces remontées d'informations, faire des rapports et vraiment avoir un outil qui est la base pour piloter vos énergies. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, on parle de CO2, on parle de décarbonation, on peut parler aussi du décret tertiaire très rapidement, qui est une obligation qui est en train de se mettre en place. Ce type d'outil est effectivement essentiel pour répondre aux obligations du décret tertiaire, pour ceux qui connaissent un petit peu le sujet. Je referme la parenthèse. Bien évidemment, la plateforme va vous aider à faire les audits énergétiques qui sont également liés aux audits de bilan carbone. Il faut bien comprendre que tout est lié entre les énergies et le CO2. Et on va pouvoir aussi faire du suivi de production ENR, notamment la production de panneaux photovoltaïques. C'est quelque chose que l'on fait très régulièrement et qu'il faut suivre également. Et puis de façon un petit peu plus large, on va aussi pouvoir travailler sur les achats d'énergie. Alors on sait qu'en ce moment, l'énergie explose complètement, que ce soit l'électricité et le gaz. Ce type de plateforme va permettre vraiment de suivre les énergies et leurs coûts, et aussi de pouvoir accompagner tous les acheteurs énergie dans vos organisations. Voilà, c'était pour synthétiser très rapidement les différentes fonctionnalités qu'on peut avoir avec cette plateforme. Si on va maintenant sur quelque chose d'un peu plus concret, alors on accompagne depuis plusieurs années un certain nombre d'entreprises, de collectivités. Là, je prends un exemple d'un client qui travaille dans le médico-social, qui s'est vraiment lancé dans une démarche globale. Alors on est encore sur le début de cette démarche-là. Vous avez quelques éléments sur son périmètre. On est à peu près sur 2300 sites sur le territoire français, donc c'est un gros périmètre. Il y a du travail à faire sur le CO2. On a des consommations d'électricité et de gaz qui sont présentées, que vous voyez juste ici, et des émissions de CO2 qui sont relativement importantes pour ce périmètre-là. Et donc avec ce partenaire, finalement, on a commencé à initier une démarche pour travailler de façon globale sur ce périmètre-là. Donc ça passe effectivement par le déploiement d'une plateforme comme le SEME qu'on leur a proposé pour consolider les informations de ces 2300 sites. La réalisation d'audits énergétiques, la réalisation de bilans carbone qui ont été faites par le cabinet de Thomas, mais également un accompagnement sur le décret tertiaire pour être en conformité avec ces obligations-là. Donc ça, c'est vraiment la première démarche, mesurer, analyser, et ensuite, il y a passer vraiment à l'action avec la mise en place de plans travaux qui pourront se faire un petit peu plus tard pour mesurer un petit peu les différents impacts et les actions. Voilà donc ce cas très, très rapidement qui se duplique sur toute typologie de clients, puisqu'on accompagne un certain nombre d'entreprises sur ces sujets-là. Bien, merci pour cette présentation. Donc je vais vous poser 3 questions.
Première question pour rebondir sur la dernière présentation. Donc là, on a un exemple d'action qui peut apporter des bénéfices assez rapides, finalement, et dans la durée. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres illustrations d'actions court terme avec des impacts significatifs pour donc décarboner son activité? Je peux commencer et laisser Vincent compléter. Le premier impact court terme dont moi je pense qu'il est assez, presque sous-coté, c'est la sensibilisation de tous les acteurs qui font partie de l'organisation. Nous, on essaie d'être assez avancé là-dessus. On travaille notamment beaucoup avec Anatole, que je vous invite encore une fois, je fais ça pub, mais que je vous invite à prendre en conférence si vous souhaitez justement participer à cette sensibilisation. Pourquoi la sensibilisation? Parce qu'elle va permettre derrière de mettre en place le changement, elle va permettre de mobiliser les gens dès le début de la démarche. Et ça, à mon avis, c'est très important parce que pour pouvoir mettre en place le changement, il ne s'agit pas de quelque chose de statique. Je sais que tout à l'heure, on a montré quelque chose d'un petit peu linéaire, mesurer, réduire, compenser. En fait, il faudrait plutôt mettre quelque chose sous forme de spirale, de se dire c'est de l'amélioration continue. Et on ne pourra pas faire de l'amélioration continue avec quelque chose de vertical qui vient d'une direction, même si la direction est impliquée, que derrière, ça va ruisseler, ça va infuser. Non, souvent, il faut que les gens puissent être vraiment alertes. Et puis même, souvent, les gens sont demandeurs. Et, on se pose tous des questions. Nous, je pense d'ailleurs, à Enerlys, on est les premiers à se poser des questions sur l'impact qu'on peut avoir. Donc voilà, moi, je proposerais cet aspect de sensibilisation, que ce soit par l'intervention d'acteurs du grand public, j'ai vu tout à l'heure, il y avait la fresque pour le climat qui est excellente. Donc ce serait la première action que je recommanderais. Vincent? Je rejoins Thomas sur la sensibilisation et je refais un petit coup de pub sur cette plateforme. Effectivement, ça va servir pour faire de la sensibilisation avec de l'affichage de consommation ou d'économies qui peuvent être générées dans le bâtiment ou dans une entreprise. Ouais. Sensibiliser par les chiffres. Une autre question, tout à l'heure, Anatole a abordé le sujet de ce que ça a du coût de ne pas faire. Est-ce qu'on a quelques exemples chiffrés, le cas échéant, ou des illustrations du coût de ne pas faire, du coût de ne pas agir? Alors, je pense, le plus gros exemple là-dessus, c'est sur les vagues de chaleur. Donc, c'est vraiment une conséquence du changement climatique qui est non linéaire. Donc, c'est-à-dire, là, on a déjà réchauffé l'atmosphère de 1,1 degré depuis 1850. Eh bien, et il y a déjà 10 fois plus de vagues de chaleur. Si on augmente maintenant de 2 degrés, si on vit dans un monde à 2 degrés, eh bien, il n'y aura pas 2 fois plus de vagues de chaleur par rapport à aujourd'hui, il y en aura 3 fois plus. Et pareil, si on vit dans un monde à plus 3 degrés, il y en aura 20 fois plus. Et donc, en fait, c'est complètement non linéaire. Donc, c'est vraiment sur un exemple comme ça qu'on se dit, mais là, il faut absolument agir, même s'il faut mettre les moyens économiques et tous les acteurs n'en ont pas forcément envie tout de suite. Il faut le faire maintenant pour ne pas subir toutes les vagues de chaleur dans 10, 20, 30 ans. Ce serait l'exemple principal, mais c'est la même chose pour les cyclones, pour les sécheresses, pour les inondations, etc. Et d'ailleurs, ça me permet de compléter aussi sur le sujet, parce qu'on parle beaucoup de la décarbonation. Je sais qu'on est au salon Solutions Bas Carbone. Il y a aussi un autre aspect dont on parle beaucoup moins, mais qui commence à arriver de plus en plus, c'est le sujet de l'adaptation au changement climatique, sur lequel nous on traite, donc, que ce soit typiquement sur le bâtiment, le retrait-gonflement des argiles, l'exposition des différents bâtiments et des différents sites aux vagues de chaleur. Ça fait partie des impacts dont souvent le point zéro, c'est d'identifier l'impact pour pouvoir ensuite mettre des solutions qui sont évidemment pas faciles. Voilà, donc ça fait partie des sujets qu'on traite et qu'on traite de plus en plus. Bien, une dernière question pour conclure, qui va être curieuse finalement, parce que tout ce qu'on peut faire à court terme, maintenant, tout de suite, va avoir un impact qui va se prolonger, mais on peut le faire pour autant tout de suite. Alors, est-ce qu'il y a des actions un peu plus complexes qu'on pourrait engager à moyen terme et qui auront là aussi un impact sur le long terme? Si on s'inscrit dans la stratégie nationale bas carbone à l'horizon 2050, donc on ne va pas tout faire tout de suite, mais est-ce que d'ores et déjà, il y a des types d'actions que l'on peut envisager de développer dans les années à venir et qui vont être assez importantes en termes d'impact? Alors sur le déploiement d'actions à long terme, je vais peut-être retourner un petit peu la question en disant je préconiserais peut-être d'abord de réfléchir en fait de hiérarchiser les priorités. Je prends un exemple. Récemment, on a vu une collectivité qui nous a dit qu'il s'était un petit peu cassé les dents sur des actions avec un gros impact potentiel mais difficile à mettre en œuvre.
Concrètement, ils avaient des bâtiments culturels où il y avait beaucoup de gens qui se déplaçaient en avion sur ces bâtiments culturels. Donc l'impact cumulé était vraiment extraordinairement important et éclipsait largement le reste du bilan carbone. Donc malheureusement, ils se sont un peu cassés les dents là-dessus parce que faire un plan de mobilité pour inciter les gens à se déplacer autrement, c'est vrai que c'est compliqué. À court terme, c'est un peu difficile. Et dans le même temps, malheureusement, ils n'ont pas pris d'action pour rénover leur patrimoine. Ils ont pris du retard par rapport à ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'eux l'ont vécu. Donc prioriser les actions, en tout cas surtout celles qui ont des co-bénéfices à la fois économiques, environnementaux et qui sont plutôt faciles à mettre en place. C'est important. Et derrière, sur les actions de long terme, en fait, itérer tout simplement. On a un plan d'action, on fait un bilan carbone, on identifie des actions et puis progressivement, on va avoir de plus en plus d'indicateurs et de façon cumulée, c'est comme ça qu'on va améliorer son impact environnemental. Anatole ou Vincent, vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être juste un autre exemple sur la transition énergétique, en fait, parce qu'on vit dans un monde à 85% fossile, 85% de l'énergie est d'origine fossile, donc ce sera aussi un changement qu'on doit commencer maintenant, mais qui sera un changement à, peut-être pas à long terme, mais à moyen terme. Vincent, non? Un mot de la fin, éventuellement, oui? Je répète mon invitation, si jamais vous êtes dans une démarche de bilan carbone, à remercier tous les acteurs. Je sais qu'on insiste beaucoup là-dessus, mais faire un mail à tout le monde, ce n'est pas forcément un réflexe. Puis je voulais vous remercier aussi pour votre présence et pour votre attention pendant cette conférence. Très bien. Merci à nos intervenants. Merci de votre attention.